Donc, mesdames et messieurs, mes chers collègues, d'abord, je vous remercie de m'accueillir cette matinée parmi vous pour parler de manière très générale, si j'ose dire déconnectée pour le coup un petit peu de la médecine ou des pratiques paramédicales, pour que nous essayions de définir ce qu'est ce courant philosophique, mais qui est d'ores et déjà une idéologie politique, qui est le transhumanisme. Alors naturellement, s'il m'est permis d'ouvrir une parenthèse, il n'est pas nécessaire d'évoquer le transhumanisme pour envisager la révolution qui se profile concernant les pratiques médicales et paramédicales à l'heure où ces pratiques vont évoluer sous l'action synergique, si je puis dire, des biotechnologies, des sciences de la cognition, des sciences cognitives, des sciences de la communication, des nanotechnologies et surtout de l'intelligence artificielle. Car nous allons passer d'une médecine en quelque sorte palliative ou substitutive à une médecine caractérisée par 4 grandes directions. Une médecine personnalisée, une médecine prédictive, une médecine préventive et une médecine participative. Et donc, la place de l'anticipation, et non plus simplement du traitement a posteriori de l'affection, que ce soit par le médecin, le kinésithérapeute, l'orthophoniste ou l'orthoptiste, puisque je suis au CHNO des 15-20, eh bien, vont voir cette pratique complètement révolutionnée, avec en particulier l'usage de technologies déjà présentes. Aujourd'hui, on peut stimuler le cerveau de manière non invasive. La stimulation électrique transcrânienne, la stimulation magnétique transcrânienne. Demain, pour vous, l'usage des exosquelettes. Demain, peut-être, grâce à l'intelligence artificielle qui permettra cette fois-ci d'anticiper, par exemple, des troubles locomoteurs, des algoneurodystrophies, enfin tout un tas de pathologies qui peuvent recouper votre pratique et la mienne, eh bien, seront prises en charge par des modélisations personnalisées où l'on fera un modèle, par exemple, de la colonne vertébrale, où, à partir de l'étude des mouvements chez un individu, on pourra déterminer les contraintes qui affecteront le développement de cette colonne vertébrale et progressivement pourront l'affecter. Et donc nous sommes dans une autre pratique avec une substitution progressive de l'intelligence artificielle dans le diagnostic, le pronostic et l'établissement de corrélations entre différents paramètres étiologiques ou pronostiques, et d'autre part, dans l'usage de techniques qui iront soit directement stimuler le cerveau, soit par l'intermédiaire, je le disais, d'exosquelettes, par l'intermédiaire de capteurs, par l'intermédiaire de robots, se substitueront à la main humaine. Bien sûr, l'on pourrait rétorquer que l'ensemble de ces technologies, eh bien, ne se substituera pas à la dimension proprement humaine. Si j'ose dire, la dimension charnelle, incarnée, de partage, d'empathie. Mais quand vous voyez aujourd'hui l'usage des robots, dans le cadre de la gériatrie, chez les enfants autistes, et que vous voyez comment l'être humain se laisse, si j'ose dire, abuser par la relation avec ces robots de plus en plus sociaux. Non pas, évidemment, qu'ils soient conscients, qu'ils perçoivent et qu'ils rentrent même en empathie, mais qu'ils puissent détecter les émotions de l'être humain, s'adapter aux émotions de l'être humain, exprimer eux-mêmes, sans conscience étant entendu, des émotions humaines et finalement permettre d'effectuer des tâches mieux que ne le feraient des assistants humains, alors il est à gager que même cette idée d'insolubilité de la relation humaine
risque demain d'exploser par l'usage de ces robots sociaux. Et dans une société, et j'arrêterai là cette parenthèse qui concerne d'une manière très très générale l'évolution de nos pratiques pour passer au transhumanisme, mais lorsque nous sommes dans une société qui est une société, si j'ose dire, toujours du moindre effort, une société de l'hyper-responsabilisation, une société de l'atomisation sociale, qui enferme les individus dans leur monde et aujourd'hui dans un monde virtuel. Alors l'on peut aussi imaginer la place croissante de ces robots sociaux ou de ces algorithmes matérialisés dans différents instruments qui vont de plus en plus se substituer à la relation humaine vécue. Et donc je crois que c'est cela qu'il nous faut interroger, c'est cela qu'il nous faut encadrer, non pas évidemment d'une manière technophobe. Ces nouvelles technologies constituent des instruments à la puissance demain inégalée pour servir le confort de l'être humain et la santé pour ce qui nous concerne. Mais il faut faire bien attention à la substitution progressive de cette technologie à l'être humain. Ce qui nécessite de prendre conscience, au fond, de cette efflorescence, de cet autodéploiement technologique et de la tendance humaine à toujours vivre par procuration, par délégation, au profit de la prothèse, et finalement, contrairement à ce que disent les transhumanistes, d'évoluer non pas vers un être humain augmenté, mais vers un être humain plutôt simplifié, vivant par délégation de puissance au profit des prothèses de plus en plus performantes. Donc je referme là cette courte incise sur la révolution algorithmique en marche, si j'ose dire, sans vouloir reprendre ce terme qui montre parfois une marche assez désordonnée, faut-il dire, pour passer directement au transhumanisme. Et donc ce que je souhaiterais, c'est que nous parvenions à définir ce qu'est le transhumanisme, à illustrer le vaste discours mythique, ou l'anthropodyssée, pour parler en termes philosophiques, qui oriente cette vision transhumaniste de la société, et quelques fantasmes, quelques fantasmagories qui puissent nourrir ce transhumanisme, malgré tout, il constitue aujourd'hui un angle de vue sur l'évolution de nos sociétés de demain et cristallise en quelque sorte la vision de l'être humain que charrient nos sociétés et qui seront ensuite déclinées, y compris dans le cadre de la santé. Faut-il aussi rappeler que nous pensons le transhumanisme avec une quarantaine d'années de retard. Ce qui signifie, après que nous l'aurons défini, qu'il sera extrêmement difficile d'encadrer de manière éthique et philosophique, voire citoyenne, ce courant philosophique, mais qui est d'ores et déjà une idéologie politique qui organise, qui structure la société de demain. Alors, comment définir le transhumanisme ? Le transhumanisme est un courant philosophique qui est né en Californie, essentiellement dans la Silicon Valley, et qui est d'abord un courant philosophique qui s'intéresse à la destinée humaine et qui reprend de l'humanisme des Lumières l'idée de perfectibilité humaine, ainsi que Rousseau définira ce terme-là. Et qu'est-ce que la perfectibilité humaine? Que nous faut-il entendre par là? Eh bien, c'est l'idée que l'être humain est ce qu'il fait. En d'autres termes, il n'existe aucune identité, aucune essence immuable, fixée de toute éternité, qui définirait ce qu'est l'être humain. En d'autres termes encore, la perfectibilité humaine, c'est l'idée que
l'être humain, c'est cette puissance toujours reconduite de dépasser sa condition présente, et qui est la condition de la liberté. Mais perfectibilité humaine, c'est donc absence de définition immuable de l'être humain. Deuxième élément, le transhumanisme est donc un courant philosophique qui est rationaliste, c'est-à-dire qu'il se fonde sur la raison humaine pour orienter cette destinée humaine. Troisième élément, c'est un courant philosophique centré sur la perfectibilité humaine, rationaliste, qui est progressiste, au sens de la philosophie, voire de l'idéologie du progrès. C'est l'idée que, parallèlement au développement cumulatif des sciences et des techniques, eh bien, l'humanité traverse de manière irréversible un certain nombre d'âges successifs qui amènent toujours une amélioration matérielle et morale de cette humanité. Et donc, derrière cette idée de progrès, c'est l'idée que l'avenir est toujours meilleur que le passé. Du passé, faisons table rase. C'est très exactement l'idéologie progressiste. Donc, je répète, l'ensemble de ces qualificatifs est important avant de donner des exemples pour définir ce qu'est le transhumanisme. Courant philosophique centré sur l'idée de perfectibilité, rationaliste, progressiste, matérialiste dans le sens où il considère que la vie dérive de la matière, de l'inanimé, et l'esprit dérive de la vie. Et donc, par conséquent, il n'y a pas de différence entre l'esprit et la matière. En d'autres termes, l'esprit émerge de la matière, ce qui veut dire que l'on pourra reproduire artificiellement l'esprit. On rompt avec tout dualisme cartésien. Il n'y a pas d'un côté le corps et il n'y a pas d'un côté l'esprit. C'est donc un courant, accessoirement, plutôt athéiste, puisque tout dérivant de la matière, y compris l'esprit, eh bien, il n'y a pas de créateur et il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler, dans une version plus contemporaine, d'intelligent design, c'est-à-dire d'accomplissement immanent d'un plan divin dans le développement de la création, si j'ose dire. Donc, je redis, c'est un courant philosophique centré sur la perfectibilité, rationaliste. La raison et les sciences, évidemment, sont au cœur de cette réflexion pour aider à la prospérité matérielle, morale et intellectuelle de l'humanité. Progressiste, athée. Et ce qui fait le cœur de ce transhumanisme, c'est qu'il est technophile et mélioriste. Technophile en ce que l'instrument véritable de l'amélioration de la condition humaine sera l'usage de la technologie, en particulier des nanotechnologies, des biotechnologies, des sciences de l'information, des sciences cognitives, c'est-à-dire l'ensemble interdisciplinaire des sciences qui ont un projet de naturalisation et de physicalisation de l'esprit, c'est-à-dire une approche matérialiste des lois de l'esprit, si je puis dire. Par conséquent, la convergence, c'est-à-dire le travail en commun de ces NBIC, permettront d'augmenter les capacités physiques, mentales, intellectuelles et émotionnelles de l'individu par hybridation biotechnologique. Et je vous donnerai quelques exemples. Nous sommes juste pour définir en quelque sorte le plus clairement possible le transhumanisme. Mais à terme, ce que l'on peut dire d'ores et déjà, c'est qu'il ne s'agit pas, je suis désolé, je la vois un petit peu éraillée car je suis grippé, il ne s'agit pas simplement d'accroître les capacités cognitives et physiques de l'être humain, il s'agit bien à terme de créer une conscience artificielle où
ce que la science-fiction avait décrit jusqu'à présent, une entité mi-homme, mi-machine, une espèce de cyborg qui dépasserait véritablement les limitations biologiques du corps et les limitations neurobiologiques de la pensée. C'est donc aussi un courant futurologique et technoprophétique. Futurologique dans la mesure où il ne s'agit pas uniquement de dresser le bilan des sciences et des techniques actuelles, mais il s'agit de projeter dans l'avenir l'usage de ces sciences et de ces techniques pour créer une entité nouvelle. Et donc c'est technoprophétique dans le sens où, évidemment, nul ne sait exactement ce qu'il adviendra dans l'avenir, mais il s'agit de faciliter l'avènement de cet être humain augmenté. C'est aussi un courant messianique dans la mesure où il s'agit de créer un être humain nouveau, un homme nouveau, homme et femme, un homme au sens générique du terme, un être humain nouveau, à la fois mi-homme et mi-machine. Et enfin, dernière caractérisation, cette conception de l'être humain s'intègre à l'anthropologie philosophique de la philosophie libérale. Car il s'agit de créer un être humain très compétent, au pouvoir démultiplié, en quête non seulement d'autonomie, ce qui est le propre de la démarche des Lumières, être l'auteur de sa loi, mais d'indépendance véritable à travers une hyperpuissance grâce à cette hybridation biotechnologique. Et d'autre part, donc vous voyez que l'homo economicus, c'est-à-dire l'être humain conçu comme une espèce d'automate qui calcule les coûts et bénéfices de la satisfaction individuelle de ses besoins ou de son désir, faudrait-il mieux dire. Dans un sens à la fois narcissique et égoïste. Eh bien, s'accomplit dans ce devenir machine de l'être humain, où celui-là devient, par cette hybridation biotechnologique, une puissance de calcul et de faire inégalée. Et d'autre part, vous voyez que dans un système libéral de marchandisation toujours plus accrue du monde, afin d'accroître le capital, dirait Marx, eh bien, il s'agit de marchandiser cette fois le corps et l'esprit. Et donc, vous étendez au cœur de l'intime cette marchandisation générale du monde. Donc, je ne reviendrai pas sur ce côté-là, mais cela vous montre que la société, ce qu'on appelle la société néocapitaliste aujourd'hui, le transhumanisme, eh bien, participe d'une véritable biopolitique, puisqu'il s'agit d'investir le vivant en termes de marché, de mécanisation et de contrôle. Biomécanique au sens de Michel Foucault. Donc voilà en quelque sorte résumé quelles sont les grandes caractéristiques qui permettent de définir de manière générique le transhumanisme. Courant philosophique centré sur la perfectibilité, rationaliste, scientiste, progressiste, matérialiste, technophile, mélioriste, futurologique, technoprophétique, messianique, et finalement s'intégrant dans la philosophie des sociétés libérales ou néolibérales. Naturellement, il existe plusieurs courants dans ce transhumanisme. J'ai essayé de saisir au fond ce qui serait comme une espèce de tronc commun, alors que différentes branches vont s'épanouir par ailleurs. D'un point de vue historique, nous avons vu que le pôle géographique, l'épicentre en quelque sorte de ce transhumanisme,
c'est la Silicon Valley, aujourd'hui où se déploient les GAFA. C'est la côte est des États-Unis, par exemple le MIT. Ce sont la Chine, la Corée du Sud, l'Inde et, plus tardivement, l'Europe. C'est-à-dire les grands pôles industriels où se déploient à la fois les grands programmes de recherche et les grandes multinationales qui constituent le moteur industriel, financier et politique de développement de ces technologies, de ces NBIC, dans un sens, quoique certains s'en défendent, tout en y participant, dans le sens de l'amélioration de la condition physique, intellectuelle et émotionnelle de cet homme dit augmenté. Ces courants, avant de passer à quelques exemples et à l'anthropodyssée, si j'ose dire, qui permet d'orienter cette vision historique du transhumanisme, s'est développé en particulier dans les années 80 avec la Forsyth Institute, avec Drexler par exemple, qui est un promoteur des nanotechnologies, pour donner quelques noms. C'est Moore qui va fonder à la fin des années 80 l'exotropisme et qui coagule à la fois le transhumanisme et les courants libertariens des États-Unis. Ce sont des philosophes comme David Pearce, par exemple, qui va fonder la World Transhumanist Association, qui est devenue Humanity Plus maintenant, et qui est un organe de promotion du transhumanisme de par le monde, et qui se structure également aujourd'hui à travers l'Université de la Singularité, qui se trouve hébergée par Google, et financée en partie par Google, sur un site de la NASA, et qui réunit tous les ans des industriels, des sympathisants, des financiers, le Crédit Agricole, par exemple, pour non pas développer, ce n'est pas un institut de recherche, mais pour promouvoir cette vision de la société et convaincre de l'inéluctabilité du développement de ce courant transhumanisme, de cette algorithmisation des sociétés, progressivement, et de la nécessité de passer pour l'amélioration de l'humanité par cette hybridation biotechnologique. Donc vous voyez que c'est un courant extrêmement structuré et qui a eu un candidat aux élections présidentielles de 2016. Il y avait, certes, sans avoir la chance pour lui d'être élu, mais il y avait un parti transhumaniste présent aux élections américaines. Alors, pour être un petit peu plus concret et aborder un certain nombre d'exemples, quelle est cette grande vision de l'être humain que charrie le transhumanisme et qui est d'une certaine manière, si j'ose dire sournoisement, la vision de l'être humain que prépare la société industrielle de demain et que l'on retrouvera au cœur des évolutions des pratiques où nous passerons justement des pratiques soignantes qui sont les nôtres aujourd'hui aux pratiques mélioristes qui sont celles des sociétés de demain. Nous sommes d'ores et déjà dans une phase transhumaniste de la société, c'est-à-dire dans une humanité en transition. Et le but des transhumanistes, c'est de permettre la sortie d'un certain nombre de technologies des laboratoires de recherche, ce qui est en partie déjà le cas pour certaines de ces techniques, dans le monde industriel, pour permettre un usage singulier, individuel, de ces technologies en vue de cet accroissement des capacités physiques et mentales et en vue d'offrir à tout le monde la possibilité de se reconfigurer génétiquement, biologiquement, électroniquement. Alors si je suis un transhumaniste enthousiaste, pas trop critique sur les problèmes technologiques posés, et si je me dis ce que permet plus ou moins la technique de laboratoire d'aujourd'hui, demain, les limitations techniques que l'on peut entrevoir aujourd'hui seront balayées par le développement technologique, eh bien, que vais-je dire ? Premièrement, je peux
je pourrais me reconfigurer génétiquement. Le génome a été quasiment décrypté en totalité. Vous savez que nous avons environ 25 000 à 30 000 gènes qui collaborent pour l'élaboration du corps humain. Eh bien, le transhumaniste dira « je pourrais peut-être utiliser demain des techniques de laboratoire comme la CRISPR-Cas9, CRISPR-Cas13, même si ça pose des problèmes. Mais si je suis dans l'enthousiasme des transhumanistes, je laisserai ces problèmes technologiques contemporains en imaginant qu'ils seront demain dépassés grâce au progrès technologique, mais je pourrai reconfigurer mon génome. Alors naturellement, ces techniques seront utilisées pour, par exemple, permettre de substituer à des gènes anormaux, des gènes réputés normaux, pour éviter le développement d'un certain nombre de maladies, ou pour diminuer leur collaboration dans la genèse peut-être plus complexe de maladies. Mais si je suis un transhumaniste, je pourrais dire que j'utiliserai des modifications volontaires de ces gènes pour accroître des capacités perceptives, mes capacités intellectuelles, pour remodifier mes organes, les adapter à d'autres environnements. Autre possibilité, je pourrais demain, par l'intermédiaire de cellules souches ou par l'intermédiaire de cellules déprogrammées pour qu'elles deviennent pluripotentes, eh bien, naturellement, créer des tissus, ce qui est le cas déjà, on peut recréer des tissus de foie, de pancréas, d'œsophage, de peau, donc pour substituer, dans le cas de maladies, un tissu émanant de cellules souches à des fins substitutives, mais je pourrais peut-être demain modifier, là encore, des organes, ou modifier l'architecture d'organes, ou dupliquer des organes, si je suis un transhumaniste, pour accroître les capacités physiques. Je pourrais utiliser des nanorobots pour interférer avec le métabolisme cellulaire. Je pourrais, ce que l'on utilise aujourd'hui couramment, en tout cas qu'il est possible d'utiliser, grâce à des interfaces cerveau-machine. Vous savez que l'on peut commander un bras robotisé par la pensée, simplement en éduquant les rythmes cérébraux qui sont enregistrés à la surface du scalp et traduits en ordre électronique pour la machine. Mais je pourrais commander à tout un ensemble de prothèses, un ordinateur, un bras robotisé, un robot à distance. Je pourrais peut-être lire dans les pensées en utilisant des interfaces cerveau-machine qui permettent de reconstruire les images de ceux qu'un cerveau est en train de voir, sans que la machine ait à voir. Donc je pourrais utiliser un ensemble de technologies qui, pour l'instant, sont soit en laboratoire, soit utilisées par une pratique médicale à des fins, aujourd'hui, d'accroissement des capacités physiques et mentales. Pour vous donner un exemple simple, vous savez que l'on peut, toute chose égale par ailleurs, redonner aujourd'hui la vue à des aveugles. Non pas des aveugles de naissance, mais à des personnes qui ont perdu l'usage de la vision, à la faveur de certaines maladies comme des rétinopathies pigmentaires, par exemple. Comment faire? L'une des techniques consiste à mettre un microprocesseur à l'intérieur du globe oculaire, collé sur la rétine, à proximité de l'émergence du nerf optique, à le relier par un dispositif, ce microprocesseur, à une caméra montée sur des lunettes. La caméra enregistre et pixelise l'image. Le dispositif envoie des signaux au microprocesseur, lequel envoie des signaux électriques à la rétine, au nerf optique et au cerveau. Et que fait le cerveau? Eh bien, il réapprend à utiliser ces informations qui viennent de la caméra par l'intermédiaire de ce microprocesseur et progressivement réinstaure une vision. Certes, une vision de faible résolution spatiale, mais une vision qui permet de lire des lettres, qui permet de suivre le contour d'un chemin. Et l'on peut imaginer qu'avec l'augmentation de la définition de ces caméras, eh bien, la vision gagnera ensuite
en précision, en résolution spatiale. Donc, vous voyez, cette technique, c'est une technique qui est une hybridation biotechnologique. On met un dispositif, on place un dispositif électronique au sein du corps qui permet de restaurer une fonction sensorielle lésée. C'est donc une médecine substitutive. Mais si demain, vous changez le spectre de la caméra et vous mettez une caméra à infrarouge ou ultraviolet, vous passez d'une substitution à une augmentation des capacités perceptives, puisque l'œil humain n'était pas, de par l'évolution naturelle, disposé à percevoir dans le domaine des infrarouges ou des ultraviolets, alors que là, le dispositif électronique vous permet d'élargir les capacités fonctionnelles et perceptives de cette prothèse, et donc de l'être humain. Et donc, vous voyez qu'il est facile de basculer de la médecine substitutive avec remplacement d'une fonction sensorielle défaillante à une augmentation de la capacité sensorielle. Naturellement, personne n'userait d'un tel dispositif dans le cas d'un cerveau qui fonctionne et d'une rétine qui fonctionne normalement, mais l'on peut supposer qu'avec les nanotechnologies, un tel dispositif pourra passer du centimètre ou du millimètre au nanomètre et être implanté directement sur un certain nombre de cellules, de manière à recruter des cellules sans léser la totalité de ces cellules. Et dans ce cas-là, vous aurez un dispositif intégré à l'échelon cellulaire, c'est certes de la prospective, je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui, mais intégré à l'échelon cellulaire, qui permettra cette fois-ci d'accroître les capacités globales ici de perception. Et sachez qu'un tel dispositif aujourd'hui est prévu pour se brancher sur le cerveau lui-même, demain. Donc, ce qui est véritablement révolutionnaire, car demain, on pourra brancher une caméra directement sur les régions du cerveau qui interviennent dans le traitement élémentaire de l'information visuelle pour permettre la perception des scènes visuelles. Vous voyez comment la recherche évolue extrêmement vite et comment il est permis de penser que ces technologies ne sont pas simplement des fantasmagories des transhumanistes, mais permettent de dessiner un horizon, encore un peu lointain, mais du moins aujourd'hui visible, qui nous fait passer au fond de l'anticipation littéraire de la littérature fantastique ou de la science-fiction à la possibilité, à la vraisemblance de cette hybridation biotechnologique en vue de l'augmentation de l'être humain. Une autre technologie de laboratoire, juste pour vous donner un exemple qui est assez formidable, c'est ce qu'on appelle l'optogénétique. L'optogénétique, en quelques mots, c'est la possibilité d'extraire chez certaines bactéries ou chez certaines algues le gène qui code pour un photopigment. En gros, vous avez certaines archébactéries qui sont capables de capter la lumière, comme le fait un photorécepteur de la rétine. Et cette capture par ce photopigment de la lumière va permettre à la bactérie ou à l'algue de modifier son métabolisme interne ou de provoquer des mouvements pour amener l'algue du côté de l'ensoleillement et pratiquer la photosynthèse. Mais que pouvons-nous faire? On peut extraire le gène de cette algue, codant pour le photopigment, introduire ce gène dans un virus inactivé, user de ce virus pour transfecter des cellules nerveuses de manière relativement focale dans le cerveau, et les cellules nerveuses, les neurones, qui ont été transfectées, vont incorporer le gène, exprimer ce gène, et la cellule nerveuse va exprimer à l'intérieur de la boîte crânienne ce photopigment. Il suffit ensuite d'introduire dans la boîte crânienne
une fibre optique pour illuminer ce photopigment. Et que se passe-t-il? Eh bien, en fonction de la nature du photopigment, en fonction de la couleur, si j'ose dire, de la lumière envoyée, eh bien, vous êtes capable d'activer ou d'inhiber la cellule nerveuse. Vous prenez en quelque sorte le contrôle du neurone. Vous avez introduit un commutateur, un interrupteur dans le cerveau. Le résultat de laboratoire, c'est que quand vous introduisez ce dispositif d'optogénétique, par exemple dans le cortex moteur d'un rat ou d'une souris, eh bien vous prenez le contrôle de sa motricité. Quand vous créez un modèle animal d'un certain nombre de pathologies, par exemple vous rendez un rat ou une souris héroïnomane, donc vous créez un comportement d'addiction, et que vous utilisez cette technique dans un circuit particulier qui est le circuit de la récompense, qui intervient dans les appétences, le désir, les motivations, eh bien, vous soulagez la souris de ces symptômes d'addiction. Quand vous créez chez la souris, toute chose égale par ailleurs, un modèle de dépression, et que vous ciblez certaines régions déjà repérées dans le cerveau humain lors des dépressions pharmacorésistantes, c'est l'R25 de Brodmann, eh bien, vous soulagez la souris de ces symptomatologies. Mais ce qui est important aux yeux d'un transhumaniste, vous n'êtes pas simplement un chercheur de laboratoire, c'est que vous disposez aujourd'hui d'une technologie qui vous permet de pénétrer au sein même de l'encéphale et de prendre le contrôle, en quelque sorte, de certaines régions du cerveau. Et donc de contrôler des mécanismes inconscients, jusqu'alors inconscients, de vos facultés mentales. Donc vous voyez, ce qu'un transhumaniste pourrait envisager, c'est de se dire qu'à terme, évidemment à terme, c'est quasiment un peu de fiction quand même, mais la technologie existe. Vous pourriez prendre le contrôle de la totalité d'une totalité ou d'une partie des mécanismes inconscients qui participent de votre être, ou qui participent de l'émergence de la conscience. Ce qui est absolument incroyable. Donc vous voyez que nous sommes dans une ère technologique, je le répète, qui, sans nier, si vous êtes un scientifique raisonnable, évidemment, toutes les limitations techniques pour l'instant, qui ne peuvent pas être appliquées, si j'ose dire, comme le souhaiteraient les transhumanistes, à l'amélioration individuelle des individus, mais vous voyez qu'il y a une connaissance toujours plus grande du cerveau et une possibilité d'action au sein même des mécanismes les plus fins, les plus subtils de vos facultés mentales. Et donc l'idée des transhumanistes, c'est évidemment d'utiliser ces technologies pour prendre le contrôle conscient des mécanismes inconscients, dans une espèce de spirale. Donc, voilà quelques exemples pour vous montrer que nous nous sommes séparés de la science-fiction. Et donc, les transhumanistes nous disent, eh bien, il faut impérativement accélérer la recherche fondamentale et amener un transfert de ces technologies vers la recherche industrielle en vue de l'avènement de cette société nouvelle fondée sur l'homme augmenté. C'est en cela que c'est un projet politique. Parce que vous voyez que c'est une orientation de la recherche, mais non pas liée simplement à une interdisciplinarité, mais liée à une véritable vision de l'être humain. Et comme vous vous rappelez que j'ai dit que les transhumanistes considèrent que l'être humain est perfectible et donc n'a aucune essence particulière, eh bien cela veut dire qu'ils estiment que l'on peut reconfigurer ad libitum l'être humain. Et donc, cela s'intègre au courant libertarien, je ne parle pas simplement de l'aspect économique, politique, parce qu'il faut défendre le droit absolu des individus à pouvoir
s'auto-définir et s'auto-configurer génétiquement, biologiquement et technologiquement. Vous voyez qu'il y a une cohérence technologique, philosophique, politique et industrielle dans ce transhumanisme. Et naturellement, vous avez compris que nous avons dépassé l'idée de soigner. L'idée, c'est naturellement d'anticiper la maladie, mais c'est surtout d'améliorer et de changer radicalement l'être humain d'un point de vue biologique et neurobiologique. Alors, un des penseurs de ce transhumanisme, qui est Ray Kurzweil, dont on a beaucoup parlé, qui travaille chez Google, qui est l'un des pères de la singularité, nous dit cela. Non seulement nous devons transférer le plus vite possible les technologies des laboratoires de recherche au milieu industriel pour permettre cette hybridation biotechnologique, mais cette hybridation biotechnologique deviendra le moteur de l'évolution de l'être humain. Pourquoi ? Parce que l'évolution de l'être humain se calcule en milliers et millions d'années. Homo sapiens a 300 000 ans aujourd'hui. Australopithèque, 4 à 5 millions d'années. Sahelanthropus canadensis, Toumaï, 7 millions d'années. Et donc l'idée chez les transhumanistes, c'est de se dire notre corps de chair est un corps qui évolue trop lentement désormais, alors que par notre science et notre technologie, nous évoluons infiniment plus vite. Regardez les développements de l'intelligence artificielle et de l'informatique. Aussi, là aussi, dans leur logique, que disent-ils ? Eh bien, comment rendre adéquat cette évolution trop lente du corps et de l'esprit et cette évolution très rapide de la technologie en les croisant, en faisant une hybridation biotechnologique, en amenant ces technologies au cœur même de l'humain. Et Ray Kurzweil nous dit alors, en implantant dans le corps, ou au niveau de l'encéphale, ce que font certains déjà, ces prothèses, eh bien, nous allons bénéficier d'un nouveau moteur évolutif qui est l'évolution technologique. Et en se fondant sur la loi de Moore, qui n'est pas une loi, qui est une propension développée depuis les années 60, qui montre que les capacités calculatoires de l'ordinateur doublent environ tous les 18 mois en termes de puissance de calcul et de transistors, ce qui va d'ailleurs progressivement s'infléchir. Eh bien, Ray Kurzweil, dans son raisonnement, nous dit, eh bien, une fois intégré par cette hybridation biotechnologique, ce moteur technologique va aller plus vite que, en quelque sorte, l'évolution biologique, mais cette intégration va en quelque sorte aspirer l'ensemble des facultés humaines du côté technologique jusqu'au point qu'il appelle la singularité, où nous serons passés d'une espèce humaine augmentée par ces instruments prothétiques à une nouvelle espèce, et nous aurons basculé de l'ère transhumaniste à l'ère post-humaniste, où une nouvelle espèce, d'abord biome mi-machine, mais peut-être demain entièrement machine, sera née. Et c'est ce devenir cyborg de ce mythe, en quelque sorte, de cette anthropodyssée transhumaniste. Alors moi, je me permettrai de redéfinir différemment les choses, en disant que nous sommes confrontés à 3 mouvements. Vous avez un mouvement ascendant, qui est la mécanisation du corps. C'est la robotique. Et l'ensemble des prothèses. Prothèses cochléaires, prothèses cardiaques qui ne fonctionnent pas très bien, prothèses visuelles. Donc,
une capacité technologique à mécaniser en quelque sorte le corps. Exemple, la robotique. Deuxième élément, vous avez un mouvement, si j'ose dire, descendant. C'est celui de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, comme vous le savez, regroupe l'ensemble des sciences et des technologies nécessaires à mettre en œuvre pour rendre intelligente la machine. Et qui est un projet de recherche qui s'est défini à partir de 1956 à Dartmouth aux États-Unis, avec un certain nombre de personnalités comme McCarthy, auquel on doit d'ailleurs la dénomination intelligence artificielle, et qui s'inscrit dans le prolongement de l'informatique et de la cybernétique. Mais il y a une branche particulière de l'intelligence artificielle, d'ailleurs issue de la cybernétique, que l'on appelle les réseaux artificiels de neurones. Vous avez tous entendu parler de deep learning aujourd'hui, et le deep learning, c'est une architecture particulière de réseaux artificiels de neurones qui sont capables d'apprentissage et qui sont capables, aujourd'hui, de battre le meilleur joueur de Go, c'est AlphaGo 0 par exemple, qui sont capables de reconnaître des chiens, des chats, des êtres humains, une chaussée. Ce sont par exemple les réseaux convolutifs embarqués sur les voitures autonomes, même si elles écrasent de temps en temps quelques piétons et rentrent dans des camions qu'elles n'ont pas discerné du fond, mais ça va s'améliorer, ça vous pouvez l'imaginer. Ce sont ces algorithmes qui font du commerce en ligne, ce sont ces algorithmes d'Amazon, on le sait, qui repèrent vos goûts pour ensuite orienter votre achat, mais ce sont ces algorithmes qui sont capables de décrypter vos émotions faciales, ce sont ces algorithmes développés dans les aéroports pour discriminer des comportements à risque, exactement, pour détecter, dans l'esprit de leurs concepteurs, aujourd'hui, des terroristes potentiels. Ce sont donc des algorithmes qui sont de plus en plus puissants et qui sont capables, là encore, toutes choses égales par ailleurs, de reproduire des facultés mentales particulières de l'être humain. Et donc, si j'ose dire, vous avez aussi une mécanisation de l'esprit ou une humanisation progressive de l'intelligence artificielle. Certes, l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce n'est qu'un outil assigné à remplir une fonction, mais qui la remplit de plus en plus fiablement, reproductiblement et efficacement. Et donc, l'un des enjeux, au fond, vous le voyez, c'est de mettre une intelligence artificielle de plus en plus généraliste, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, dans un robot, pour que ce robot apprenne, se corrige, crée une représentation de l'espace, crée une représentation de son corps, et dans cette accessibilité à l'autonomie artificielle, puisse peut-être demain, peut-être n'est-ce qu'un rêve, hein, là encore, un fantasme, mais accéder à une protoconscience artificielle. Et donc, vous voyez que vous avez donc ces deux mouvements convergents, robotique, intelligence artificielle. Vous pouvez également faire des robots évolutifs, capables de communication entre eux, c'est déjà le cas, et donc de créer en quelque sorte les conditions exploratoires d'émergence d'une cognition, une conscience artificielle, une protoconscience artificielle. Et d'autre part, le troisième mouvement, c'est cette hybridation de l'être humain et de la machine. Et donc, l'idée des transhumanistes, c'est donc de dire, puisque l'être humain n'a aucune essence particulière, puisqu'il est lui-même une identité en devenir, une identité évolutive, nous sommes le fruit de l'évolution naturelle, mais que par opposition à tout autre vivant, il est capable, par sa science et sa technologie, de se projeter à la fois dans un avenir et dans une puissance technologique infiniment plus grande que ce que lui permet la temporalité de son histoire, de son évolution naturelle, eh bien, il faut abolir le corps. Le corps devient la prison de l'âme, aurait-il pu dire avec, en quelque sorte, un accent néoplatonicien ou gnostique. Et donc l'idée du transhumanisme, c'est en quelque sorte de dégager
l'esprit de la matière, pour rendre l'esprit immortel. À travers ces phases, premièrement, augmentation des capacités physiques et mentales. Deuxièmement, substitution au corps d'une prothèse. Troisièmement, permettre à la conscience de s'incarner sur n'importe quel support. Ce que disent les transhumanistes d'une manière un petit peu fleurie, c'est la mort de Laurent Alexandre, avec ce désir d'éternisation de la vie, qui n'est pas commun au temps présent, qui est peut-être commun à l'humanité, en tout cas, si l'on remonte jusqu'à Gilgamesh, par exemple, c'était déjà présent, donc cette quête d'immortalité ou d'éternité, et d'autre part, comme ils le disent eux-mêmes, mettre la conscience ou l'esprit sur une clé USB, c'est-à-dire dématérialiser l'esprit de manière à accéder à une espèce de conscience éternisée, pouvant se transmettre de support en support et pouvant d'ailleurs, par ces supports, accéder à une connaissance universelle. Donc la volonté, là encore, qui n'est pas toute récente, de divinisation en quelque sorte de l'être humain. Donc nous retrouvons, au fond, dans cette pensée transhumaniste qui est une pensée scientiste hyper technologique, eh bien, les vieux fantasmes de l'humanité. Là, rien de nouveau, si j'ose dire, sous le soleil, mais, je le répète, une mobilisation de la puissance scientifique et technoscientifique et un vrai projet idéologique et politique qui doit permettre l'avènement industriel, social et politique de cette nouvelle société libertarienne et d'individus augmentés. Et donc, vous voyez que ce transhumanisme rompt avec l'humanisme des Lumières, en quelque sorte. L'humanisme des Lumières s'accommodait, en quelque sorte, de la finitude humaine. Nous naissons sans l'avoir voulu, nous mourons, parfois sans le souhaiter, nous tombons malades, nous ne sommes pas tous égaux, biologiquement, enfin, nous avons des maladies, nos capacités déclinent. Eh bien, les transhumanistes considèrent, et d'ailleurs cela s'entend dans le lexique même qu'ils utilisent, eh bien, que la mort c'est une maladie, donc il faut la soigner, que le handicap n'est plus admissible. Et donc que l'ensemble de ces prothèses doivent nous permettre eh bien, d'éliminer la mort, la souffrance, la maladie, et de dépasser les limites de la condition humaine présente. Donc, voyez aussi l'écueil eugéniste qui peut naître d'une pareille pensée. Car il y aura une standardisation de l'humain, et il pourra y avoir également une déshumanisation sur deux niveaux. Le niveau de l'empathie et la fragilité humaine, puisque l'on veut des individus super concurrentiels, puissants, indépendants, autonomes, et d'autre part, des individus qui, et cela a été dit par certains, parce qu'ils peuvent déléguer à la machine, y compris par exemple, si je puis dire, vous n'avez plus besoin d'apprendre des poèmes, vous n'avez plus besoin d'apprendre l'histoire de France. Tout sera disposé sur des mémoires externes. Et donc, d'une certaine manière, plus besoin d'apprendre des langues. Vous aurez des traducteurs automatiques hyper performants. Plus besoin de gérer votre vie. Demain, vous vous levez et l'ensemble des objets hyper connectés, votre avatar, votre assistant plus ou moins robotisé, eh bien, prendra en charge, en fonction de la météorologie, de votre planning, des paramètres vitaux que vous aurez fournis grâce à des nanopuces ou au smartphone ou à des capteurs intégrés, eh bien, prendra en charge complètement votre vie. Donc, un immense confort, d'une certaine manière. Mais voyez ce qui en dérive. Une dépendance toujours plus accrue à une technologie,
une dépendance toujours plus accrue à une technologie qui va s'invisibiliser parce qu'elle répondra à la voix, donc inutile de savoir comment elle fonctionne. Elle sera là, mais vous ne comprendrez plus comment elle fonctionne. Et peut-être d'ailleurs que vous comprendrez d'autant moins que les concepteurs eux-mêmes ne comprendront pas ce qu'elle fait. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez certains réseaux artificiels de neurones, eh bien, on peut leur apprendre, par exemple, à reconnaître des chats et des chiens en les alimentant en images, mais s'ils arrivent au résultat, donc s'ils simulent effectivement la tâche qu'on souhaite leur voir réaliser, eh bien, on ne comprend pas comment ils en sont arrivés là. Alors, pas tous les réseaux convolutifs, qui miment un petit peu les architectures neurofonctionnelles, on comprend. Mais d'autres modes de fonctionnement de réseaux artificiels de neurones, on ne sait pas. Parce que c'est du véritable calcul, et un calcul très compliqué. Donc, vous devenez dépendant d'une technologie qui rend votre vie plus confortable, mais à laquelle vous déléguez toujours plus, qui s'invisibilise dans votre quotidien à travers un réseau d'objets connectés, cette fois-ci, se substitue à vous parce que vous aurez un assistant qui prendra en charge votre emploi du temps, la gestion de votre santé, de votre alimentation, qui peut-être même aura étudié vos comportements grâce justement à cette intelligence artificielle et sera capable d'anticiper vos comportements. Et d'autre part, qui transférera massivement des informations intimes sur vous à des sociétés commerciales ou gouvernementales qui en auront besoin pour la santé. Parce que nous sommes pour la santé. L'exemple le plus commun, et tout simple, c'est celui que l'on donne très facilement. Tous mes paramètres vitaux vont être analysés et vont me permettre de détecter la survenue d'un infarctus, de détecter une embolie pulmonaire. Donc je vais être pris en charge prédictivement grâce à cette intelligence artificielle, à ces capteurs embarqués. Mais dorénavant, l'assurance maladie, la mutuelle, disposeront de ces informations et m'enjoindront de respecter des consignes médicales, hygiéniques, sous peine de sanctions. Et donc, ce qui est un gain dans l'anticipation des pathologies devient une aliénation dans le sens où vous n'aurez plus la liberté de gérer votre vie comme vous le souhaitez. Sauf à être suffisamment fortuné pour pouvoir vous passer des mutuelles. Donc, vous voyez qu'il y a aussi un problème d'inégalité sociale qui peut se poser. Donc, il y a énormément de problèmes qui vont se poser, mais nous allons vers cela. Et n'imaginez pas que cela est une simple vue de l'esprit. Bon, d'abord parce que nous l'expérimentons, toutes choses égales par ailleurs, sur nos smartphones. Mais vous avez des villes chinoises qui ont inventé une espèce de carte à points, c'est au nord de Shanghai, pour noter le citoyen en fonction de ses comportements. Si vous jetez un papier dans la rue, ce qui n'est pas bien, vous aurez -2. Si vous faites du tri écologique, vous aurez +10. Mais vous voyez, c'est très bien, c'est une incitation, enfin infantilisante, mais c'est une incitation. Sauf que la puissance municipale, ce qui a été fait, hein, là nous ne sommes plus dans la fiction, la puissance municipale vous tracera, vous contrôlera, vous sanctionnera et au passage vous infantilisera. Et donc vous avez, à travers cette société algorithmique, la mise en place possible d'une société quelque peu tyrannique, puisque vous aurez livré toute votre intimité et donc les limites de votre liberté, eh bien, progressivement se rétracteront.
Et là, nous ne sommes déjà pas encore dans le transhumanisme, nous sommes dans la société contemporaine. Ce que souhaitent les transhumanismes, c'est d'aller encore au-delà. C'est de mettre tout en œuvre aujourd'hui pour permettre l'avènement de cette gouvernance algorithmique et de cette anthropologie philosophique qui veut que l'être humain, être perfectible, aujourd'hui abolisse les conditions mêmes de sa finitude pour toujours plus s'améliorer en leurs termes. Voilà, je n'irai pas plus loin, quelques éléments, alors peut-être très loin de notre pratique médicale courante, mais pour vous alerter 30 ans trop tard sur cette vision de l'être humain qui est aujourd'hui charriée par des individualités, mais aussi par des lobbies, par des groupes de pression, par des multinationales, évidemment les GAFA, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, IBM, ou l'équivalent en Chine, et qui, par leur recherche, et par l'accaparement surtout de ces recherches à des fins à la fois industrielles et des fins philosophiques de création d'un être humain nouveau, eh bien, sont en train de reconfigurer notre société. Ce que nous percevrons demain dans notre pratique médicale, ce ne seront en quelque sorte que les effets latéraux de cette vision générale d'orientation de la société. Et donc, c'est en cela qu'il nous faut réfléchir avec cette vision plus globale, très très large, à la fois philosophique, technoscientifique, éthique, politique, économique, parce que nous ne pouvons plus aujourd'hui penser l'avenir si nous ne voyons que certains petits aspects séparés. L'ensemble fait système. Il y a véritablement convergence. Et il nous appartient à nous qui sommes des personnels de santé, donc des humanistes, nous pour lesquels le contact humain, enfin, l'humanité, la souffrance, l'empathie, la fragilité de l'humanité sont des éléments forts de notre rapport à autrui, et bien que nous nous saisissions de ces problèmes parce qu'elle engage l'humanité de demain. Et vous l'avez compris, ces techniques sont fantastiques. Ce n'est pas la technophobie, mais c'est l'usage social de ces techniques qui va restructurer la société de demain. Donc si nous ne voulons pas un être humain simplifié et aliéné, il nous faut réfléchir sur l'être humain augmenté, car si nous ne le faisons pas, d'autres le font depuis 30 ans, et il sera peut-être trop tard. Je vous remercie de votre attention.